Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons procéder à la remise du prix Condorcet des Saules 2016. Il s'agit de Mme Djamila Benhabib, qu'on connaît bien. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde qui la connaissent. Alors, bienvenue à tout le monde. Et voilà. Alors, Mme Benhabib, chère invitée, le mouvement laïque québécois souhaite honorer cette année, vous honorer cette année, Mme Benhabib, qui avait, à travers ses œuvres et ses articles, ses prises de parole, ses conférences, a su nous démontrer son attachement et sa ténacité à la nécessaire séparation de l'Église et du religieux, à la défense de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Cette militante infatigable, engagée pour la laïcité et pour l'égalité des hommes et des femmes, est venue de loin et a su trouver sa place au Québec, sera bienvenue dans la liste des lauréats qu'elle côtoiera, où elle côtoiera Paul-Émile Borduas et les membres du Refus global, qu'elle mentionne avec empathie dans son dernier livre, Après Charlie, laïcs de tous les pays, mobilisez-vous. Le prix Condorcet des Saules a été institué par le mouvement laïque québécois en 1993 pour souligner la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion et à la laïcité au Québec. Nicolas de Condorcet, 1743-1790, rappelons-le, a été un grand philosophe politique, économiste, mathématicien et homme politique français. Il s'engagea activement dans la lutte pour le respect des droits humains, pour la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les femmes, de la liberté de presse, du droit pour tout citoyen d'exercer la religion de son choix ou d'en exercer aucune, pour la séparation de la religion et de l'État et pour la répartition égalitaire des richesses. Condorcet est ainsi considéré à juste titre comme le penseur de la laïcité moderne et de la démocratie républicaine. Dans le Québec du 19e siècle, Louis-Antoine Dessaules, 1819-1895, essayiste et homme politique, neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de l'Institut canadien de Montréal, mena un combat inspiré au même idéal, en faveur de la liberté de penser. Il affrontait le cléricalisme ultramontain qui prétendait alors constituer le pouvoir ecclésiastique et en véritable État dans l'État. Son action et son œuvre font de lui un fils spirituel de Condorcet en terre québécoise. Avant de passer la parole à Michel Lincourt, je tiens à remercier Djamila, qui a déjà participé à plusieurs activités du mouvement laïque. En 2013, à l'UQAM, au débat contradictoire Québec laïque, pas de mémoire, c'était assez costaud. Et c'était sur le projet de loi 60 de Bernard Drinville. À l'automne 2014, à l'activité de financement, la bataille du jugement dernier pour la cause de la prière à Saguenay que nous avons gagnée. Et lors d'une conférence « Quelle laïcité pour le Québec » en janvier 2013. Alors, je passe la parole à Michel Lincourt pour présenter Djamila. Merci, Lucie. Chers amis, mesdames et messieurs, ça va? Oui, OK. Aujourd'hui, nous honorons Mme Djamila Benhabib. Comme nous tous, Djamila Benhabib est un être multiple. Elle est d'abord une femme, bien sûr, dans toute la plénitude du terme. Elle est une intellectuelle, une scientifique, une journaliste, une auteure, une militante, une femme de tête et une passionnée. Est-elle une battante aussi? Oui, je pense, mais qu'elle l'est plus par nécessité que par inclinaison. Elle est aussi une amante, une épouse, une mère et une femme de courage. Elle naît en 1972 en Ukraine d'un père algérien et d'une mère grecque chypriote. Ses parents, tous deux des scientifiques, y poursuivent des études supérieures. À l'âge de 2 ans, elle réside un temps chez ses grands-parents maternels à Chypre. Et la guerre lui tombe dessus. C'est peut-être de cette expérience précoce et terrible que lui vient son courage. Elle passe son enfance à Oran.
C'est une période heureuse. Ses parents sont professeurs à l'Université d'Oran. Ils sont aussi des militants laïcs. Un petit frère s'ajoute à la famille. Elle grandit dans un foyer accueillant où l'on discute beaucoup. À ce moment, pour elle, l'Algérie est sa patrie. Elle ne s'imagine pas vivre ailleurs. Mais de nouveau, la terreur la rattrape. Ce sont les fanatiques du Front islamique du salut et du Front islamique du djihad armé, le FIS et le FIDA, qui déferlent. Ces sanguinaires veulent faire de l'Algérie une dictature islamiste. Ils agressent tous ceux qui ne partagent pas leur fanatisme, terrorisent les écoles et les universités, obligent les jeunes filles et les femmes à porter le voile, assassinent les intellectuels et les artistes, en viennent à massacrer sans discernement. Comme ses parents et son frère, comme beaucoup d'Algériens, Jemila Benhabib tremble de peur. Un jour, en 1994, sa mère trouve dans son casier postal à l'université une condamnation à mort provenant du FIDA. La famille s'enfuit à Paris. À ce moment, le courage de Jemila Benhabib, alors âgée de 22 ans, se mêle à l'instinct de survie. 3 ans plus tard, en 1997, elle émigre au Canada en tant que réfugiée politique. Elle veut refaire sa vie dans un pays de liberté. À n'en pas douter, ce grand changement exige un grand courage, car même le plus grand espoir en l'avenir ne diminue en rien les difficultés de l'exil. Elle s'accroche, reconstruit sa vie. Elle poursuit des études en sciences physiques, en sciences politiques et en droit international. Elle trouve un emploi, devient journaliste à temps partiel. Cet acharnement se fonde sur une autre forme de courage, celui, comme dit la formule consacrée, qui affirme qu'il vaut mieux construire soi-même l'avenir que l'on désire plutôt que de laisser la fatalité nous imposer sa médiocrité. Au Canada, Jemila Benhabib trouve des amis, un compagnon de vie, fonde une famille, donne naissance à une fille. Elle s'installe, acquiert sa citoyenneté canadienne, gagne sa vie. En même temps, elle observe le monde, voit qu'elle n'est pas seule à vivre l'exil et à subir la persécution. Elle assiste avec effroi à la progression de l'islamisme politique. Elle se dit qu'elle doit résister, qu'elle doit partager son expérience. En 2009, elle publie son premier essai, « Ma vie à contre-courant », succès immédiat. Elle est finaliste des prix du gouverneur général du Canada et remporte le prix des écrivains francophones d'Amérique. On l'invite, elle multiplie les conférences. En 2011, elle publie « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Elle y dénonce l'alliance malsaine d'une partie de la gauche occidentale avec l'islam politique. L'année suivante, elle reçoit le prix international de la laïcité décerné par le Comité laïque République de France. La cérémonie se tient à la mairie de Paris. C'est Charb, le patron de Charlie Hebdo, qui lui décerne le prix. Comme on le sait, le 7 janvier 2015, Charb sera assassiné avec 10 de ses collègues par les islamistes. Le monde que Jemila Benhabib dénonce est dangereux. Pour maintenir le cap, il lui faut une bonne dose de courage. En 2013, elle sort 2 ouvrages, Les femmes au printemps et l'automne des femmes arabes, qui relatent l'action des femmes dans les révolutions arabes en Tunisie et en Égypte. Elle reçoit le prix de littérature Gérald Godin et le prix culture Mauricie. L'année suivante, l'Association et la Fondation humaniste du Québec lui décernent le prix humaniste. Au début de 2016, elle lance un essai qui ressemble à un pamphlet. Après Charlie, laïcs de tous les pays, mobilisez-vous. C'est l'appel d'une militante qui se bat contre l'islam politique, cette idéologie totalitaire qui ne vise rien de moins que l'abolition de la démocratie. En mai de la même année, l'Université libre de Bruxelles lui décerne pour l'ensemble de son œuvre le prix de la liberté d'expression. Ce prestigieux événement se déroule sous le double patronage de l'Union européenne et de l'UNESCO. Il y a quelques jours, l'Institut maçonnique de France lui remet le prix humaniste 2016. Jemila Benhabib milite pour la laïcité. Elle s'érige contre le fanatisme des religions intégristes. À n'en pas douter, ce sont les deux aspects du même combat, à la fois pour le bien et contre le mal.
Elle se bat pour la liberté de conscience, qui est l'un des 3 fondements de la laïcité, et à contrario, elle dénonce l'imposition par la violence de doctrines rétrogrades, absurdes et avilissantes. Elle se bat pour l'égalité des citoyens, c'est-à-dire l'égalité des femmes et des hommes, qui est le second fondement de la laïcité, et à contrario, elle dénonce les doctrines patriarcales qui prêchent la supériorité des hommes et recouvrent les femmes d'un linceul. Elle se bat pour l'universalité de la sphère publique, qui est le 3e fondement de la laïcité, et à contrario, elle dénonce le sectarisme et des endoctrinements totalitaires. En somme, Jamila Benhabib se bat pour les Lumières et contre l'obscurantisme. Il n'est donc pas surprenant que Jamila Benhabib dérange. Elle, simple femme, elle ose défier le pouvoir misogyne de l'islam politique. Elle, simple mortelle, elle ose contester les fatwas. Quelle insolence! Elle va à contre-courant. Alors, les grands et les petits soldats d'Allah l'agressent, l'insultent, la menacent, lui font des procès. De toutes les façons, ils tentent de l'intimider, de la terroriser et de la faire taire. Mais rien n'y fait, car voyez-vous, cette simple femme est aussi une femme de courage. Mesdames et messieurs, chers amis du mouvement laïque québécois, je vous présente la lauréate du prix Condorcet des Sols 2016, Madame Jamila Benhabib. Alors, merci infiniment pour cet accueil si chaleureux. Merci pour ces présentations. J'en suis émue aux larmes. Je suis immensément heureuse, évidemment, par la mosaïque de cette salle. Cette salle est constituée de gens qui, chacun, œuvrent dans un domaine particulier. Je vois des gens de la culture, je vois des scientifiques, je vois des gens qui sont engagés dans la parole publique, dans le monde politique, je vois des syndicalistes, je vois des musiciens, des photographes, des danseurs, probablement aussi des somnambules. Je vois des philosophes. Bref, chacun œuvre dans une sphère d'activité qui lui est particulière et chacun la cultive à sa façon. Et je pense qu'au-delà de ce que nous faisons, voilà l'espace, voilà le cadre qui nous accueille, à savoir la laïcité qui nous irrigue de sa bienveillance pour nous offrir un espace de vie commun. La laïcité, c'est ça, c'est pouvoir accueillir des gens de divers horizons, des gens qui sont nés ici, mais qui sont aussi nés ailleurs, pour construire du commun, pour donner sens à notre vie. Et c'est ce qui me rattache, bien entendu, au passé, à l'histoire, aux Lumières, à Bordua, à mon pays d'origine, l'Algérie, mais c'est aussi ce qui me rattache aujourd'hui à vous, chacune et chacun. Alors merci infiniment d'être venu présents. Votre présence aujourd'hui témoigne d'une grande reconnaissance à mon égard et j'en suis immensément heureuse. Merci infiniment d'abord d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire des êtres qui pouvaient rayonner, chacun dans votre petit jardin secret, et voir aussi le partager avec nous tous. Alors cette mission qui m'incombe aujourd'hui des remerciements est une mission difficile, parce qu'on a
on a peur en fait d'oublier quelqu'un, quelqu'une, on a peur de ne pas trouver les mots exacts et je vous assure, même après avoir reçu de nombreuses distinctions, j'ai toujours le trac en remerciant les gens. Donc veuillez m'excuser si jamais j'oublie des choses. Alors, nous sommes tous... nous partageons tous en fait cet immense idéal qu'est la laïcité. On se sacrifie, tous et chacun, on déploie des énergies absolument folles pour essayer de faire rayonner cet idéal. Mais pourquoi ? Quelle est donc sa force à cet idéal qui fait que par moments on s'oublie au point eh bien, de ne plus voir les heures, les jours, les nuits, les semaines, les mois, qu'on est totalement dédié à l'avancement de cet idéal, qui, à travers un témoignage à la commission parlementaire, qui, à travers une pétition, qui, à travers des analyses du cours ECR, qui, à travers des colloques, qui, à travers des conférences, qui, à travers des séminaires, bref, je sais toutes les énergies que vous déployez pour faire avancer cet idéal. Mais si nous, laïcs, nous estimons que cet idéal est important, c'est parce que, tout simplement, nous considérons que les religions n'ont rien à faire dans la gestion de la cité. On n'a rien contre les religions. La laïcité, ce n'est pas une guerre contre les religions. La laïcité, c'est tout simplement une séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. La laïcité, c'est tout simplement tracer la ligne entre la sphère privée et la sphère publique. Et nous considérons que eh bien, le religieux fait partie de la sphère privée et n'a pas à être partagé dans la sphère publique. Pensons aux droits des femmes, pensons aux droits des homosexuels, pensons à cet immense chantier qu'est l'école. Pensons au droit à mourir dans la dignité. Toutes ces batailles que nous avons engagées, toutes ces batailles que nous avons en partie gagnées, une à une, en déployant des stratégies de militantisme importants, nous ne les aurions pas gagnées si nous n'avions pas tenu les religions à distance de la chose politique, de la chose publique. Mais ces dernières années sont un peu, disons, ardues, car en réalité, nous faisons face à d'autres batailles. En fait, ces batailles ne sont jamais achevées, ne sont jamais finies, parce que, pour différentes raisons. D'abord, en réalité, toutes les batailles que nous avions gagnées par le passé, nous l'avions fait à travers un bras de fer que nous avions engagé avec la religion de la majorité, c'est-à-dire en gros le catholicisme, une religion que nous connaissions bien, une religion que nous subissions, bref, une religion, disons, dont on n'avait pas beaucoup de mal à critiquer. Or, aujourd'hui, nous faisons face à des religions que nous connaissons peut-être un peu moins bien, c'est-à-dire les religions des minorités. Le deuxième aspect qui rend notre mission difficile, c'est que nous ne pouvons plus compter sur les appuis du passé, c'est-à-dire tous ceux qui se sont engagés par le passé eh bien, dans ces grandes batailles contre disons, pour faire avancer les droits des femmes, pour faire avancer les droits des homosexuels, pour faire avancer la séparation eh bien, des religions dans l'école. Donc, nous nous sommes divisés. Ces questions-là nous ont divisés. Donc, nous avançons aujourd'hui, si vous voulez, divisés. Il y a aussi un autre aspect qui me vient à l'esprit, et c'est la confiscation de la parole publique. Lorsqu'on est un laïc, on rame. On rame pour essayer de faire eh bien, reconnaître sa parole, parce qu'on est trop souvent méprisé, on est stigmatisé,
On est même accusé de tous les maux, de toutes les tares, parce que on nous considère en réalité comme des espèces d'intégristes. Et donc, cela devient de plus en plus difficile pour nous. Il y a aussi un système constitutionnel dans lequel nous sommes coincés, c'est-à-dire un système qui privilégie le multiculturalisme, un système qui, disons, normalise, banalise le relativisme culturel, un système qui fait la part belle, non pas seulement aux religions, mais aux intégrismes religieux. Et donc, dans ce contexte-là, notre travail est de plus en plus difficile. Mais j'espère que vous n'êtes pas découragés, parce que je m'en voudrais énormément d'être à l'origine de ce découragement. En réalité, si je partage avec vous l'ensemble de ces questions, c'est parce que nous ne devons pas aujourd'hui nous tromper sur l'analyse. Notre analyse doit être lucide. Nous ne devons pas avoir peur de nommer les choses. Et malheureusement, aujourd'hui, le politique, c'est-à-dire à qui la mission incombe de nommer les choses, de mener les batailles, eh bien, a déçu, a énormément déçu. Et c'est à nous, donc militantes et militants laïcs, que revient cette mission de continuer ce combat-là. Parce que ce combat-là, c'est un combat citoyen. Le laïc s'adresse à l'intelligence, à la raison, à la rationalité. Non pas qu'il pense que la femme ou l'homme est dépourvu de subjectivité, il reconnaît évidemment sa subjectivité, mais il fait le pari que la chose publique doit être gérée dans la rationalité. Et il y a toute la sphère culturelle, artistique, évidemment scientifique, qui laisse transparaître la subjectivité de tout un chacun. Aujourd'hui, donc, c'est vous dire la tâche absolument titanesque qui nous revient. On doit continuer ces combats que nous avons déjà engagés voilà très longtemps dans un Québec, disons, tissé serré, dans un Québec assujetti aux religieux, qui a su faire son chemin, qui a su cheminer, qui a su s'émanciper. Et aujourd'hui, le Québec est, disons, une société multiculturelle, c'est-à-dire qu'il accueille des femmes et des hommes venus d'ailleurs, avec bienveillance d'ailleurs, avec une grande générosité. Il s'agit de ne pas se tromper, il s'agit de savoir construire ensemble, il s'agit de regarder dans la même direction, il s'agit aussi de reconnaître en chacun sa propre histoire, mais aussi notre histoire commune, notre histoire collective, parce que le Québec n'est pas une page blanche. Dire ceci, c'est aussi s'inscrire dans une histoire de l'humanité qui est plus longue, parce que, oui, le Québec fait partie d'un monde qui est de plus en plus menacé par la montée des intégrismes, qui est même, je dirais, violenté par un islam totalitaire qui frappe partout où il passe. Pensons au 7 janvier de l'année 2015, où il a fait irruption dans les locaux de ce petit journal satirique français d'une vingtaine de personnes, où il a assassiné des journalistes, des caricaturistes, d'une grande culture, d'une rare sensibilité. La France a été meurtrie, et ce jour-là, l'humanité entière a été assassinée. À travers mon livre, Après Charlie, c'est cet hommage que je rends à ces irréductibles de la plume, de l'intelligence et de la culture. J'avais surtout envie de rattacher cette histoire particulière à une grande histoire, c'est-à-dire à une histoire universelle, où partout dans le monde, des libres penseurs sont menacés, des libres penseurs sont même assassinés, et en particulier dans le monde musulman. Nous n'avons pas eu cette chance, de fructifier cette révolution copernicienne que l'Europe a connue et qui s'est étendue un peu partout.
Notre processus de distanciation du politique et du religieux a été contrarié. Et pourtant, il a bel et bien existé. Il a été amorcé en Turquie, il a été amorcé en Tunisie, en Iran, en Égypte et dans plusieurs autres pays. Il a poursuivi son chemin dans des pays comme la Syrie, dans des pays comme l'Irak, dans des pays comme l'Algérie, et y compris dans un pays comme l'Afghanistan, qui est aujourd'hui meurtri depuis de très nombreuses années. Il y a eu aussi un travail de distanciation avec le religieux. Et pourtant, tout ceci s'est brutalement arrêté un jour, en raison de cette montée fulgurante de la barbarie et de la régression. Et longtemps, l'Occident a pensé que cette régression n'allait pas frapper à ses portes. Longtemps, l'Occident a fermé les yeux sur les morts et sur la barbarie qui était circonscrite, voilà quelques années encore, dans les frontières du monde, disons, musulman. Or, nous savons aujourd'hui qu'elle se répand un peu partout et à une vitesse même vertigineuse. Donc nous avons la responsabilité aujourd'hui de nommer les choses, de dire la vérité, même si elle dérange, de porter ce combat et de l'inscrire dans une histoire qui est plus longue et qui nous rattache à celle de l'humanité. Alors, j'ai envie de dire, mes chères sœurs, mes chers frères en humanité, continuez d'être ce que vous êtes, continuez d'être ces astres qui brillent, qui nous font scintiller, qui nous font rêver. Lorsque je vous vois danser, lorsque je vous entends chanter, lorsque je vois tout ce que vous faites de beau, j'ai envie de croire encore en la vie, malgré les difficultés qui nous accablent et malgré, disons, cette part de barbarie qui frappe le monde depuis trop longtemps déjà. Parce que la laïcité, c'est aussi pour pouvoir jouir de la vie. C'est pour ça, en fait, qu'on se bat. On ne se bat pas pour s'ennuyer, non, mais pour essayer de croquer la vie, dans toutes ses dimensions. Donc, merci infiniment pour cet immense honneur. Merci pour le travail exemplaire que fait les militants du mouvement laïque québécois. Vous êtes pour moi des exemples. Et je suis aujourd'hui très fière de pouvoir m'exprimer et de pouvoir partager ma reconnaissance et ma gratitude à l'égard de chacun d'entre vous. Merci.